Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue chez Equinox Télévision, bienvenue à cette dernière livraison de la semaine de votre émission La Revue des Grandes Unes avec nos invités, les habitués du vendredi déjà bien installés, c'est des invités que nous allons retrouver dans quelques instants pour commenter avec eux les Grandes Unes de ce matin. Démarrons le tour de ces Grandes Unes avec le journal La Nouvelle Expression qui s'intéresse à la Fédération camerounaise de football et la FIFA qui mène au Cameroun face à ses responsabilités en adossant l'annulation de l'Assemblée générale d'adoption des textes de la Fédération camerounaise de football à la session parlementaire en cours à l'Assemblée nationale. L'instance fêtière mondiale impute à l'État tous les blocages qui pourraient survenir dans le processus de normalisation du football. Une information contenue à la page 5, le journal qui rappelle donc que selon le chronogramme qui avait été présenté par Maître Dieudonné Api, l'Assemblée générale extraordinaire en vue d'adopter les textes était prévu pour demain samedi du côté du centre d'excellence de la Confédération africaine de football. L'événement a été annulé, pas du fait du comité de normalisation, mais plutôt sur une instruction de la Fédération internationale de football association qui a demandé que cette assemblée générale extraordinaire soit reprogrammée tout simplement au terme après la session parlementaire en cours. Actuellement, la FIFA qui, au moment d'installer le comité de normalisation tel que nous rappelle le journal La Nouvelle Expression, avait donc demandé que soient revues certaines dispositions de la loi du 15 juillet 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, un texte considéré par la Fédération internationale de football association comme un goulot d'étranglement dans l'applicabilité sans fioriture des textes de la Fédération camerounaise de football, notamment cette disposition qui porte sur la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique et sportif du Cameroun, et donc jusqu'ici aucune indication sur le fait que les députés pourraient se pencher ou non sur cette loi, question de la revoir et question donc de débloquer le processus de mise sur pied d'un nouveau bureau à la Fédération camerounaise de football. Le journal La Nouvelle Expression qui nous parle aussi du barrage de la MAPE et de la grosse escroquerie d'un imposteur, l'affaire ministère public et État du Cameroun contre Mouwa et autres enrôlés depuis quelque temps devant le tribunal criminel spécial dévoile quelques pans d'une vaste escroquerie dans le cadre des indemnisations des populations touchées par la construction de ce barrage de la MAPE. Escroquerie avec un réseau de complicité important, parmi lesquels de nombreux fonctionnaires. Et puis journalisme et métiers connexes, Issa Tiroma Bakari qui exhume la convention collective. Le ministre de la Communication a évalué le projet avec les différentes parties. Pour plusieurs, le projet a tout simplement piétiné depuis sa mise en place, alors que pour Issa Tiroma Bakari, le ministre de la Communication, il y a eu beaucoup d'avancées, même si le ministre reconnaît que beaucoup reste à faire. Chefferie traditionnelle à la une de l'œil du Sahel qui présente donc la mise en garde de Paul Atangandi au chef de terre relativement donc à la création des chefferies traditionnelles, relativement aussi aux complicités de ces chefs de terre dans le désordre observé dans ces chefferies traditionnelles. Le ministre de l'administration territoriale qui veut remettre de l'ordre dans ce que l'œil du Sahel appelle la mastodonte, un secteur qui est tout simplement miné par de nombreuses tensions, des tensions diverses et aussi par des pratiques peu orthodoxes au sein donc de ces chefferies traditionnelles. Crise anglophone et l'élite du septentrion qui mobilise près de 18 millions de francs CFA à la faveur de ce projet mis en place par le chef de l'État. Ce plan d'urgence humanitaire dont la matérialisation a été observée hier du côté de Yaoundé lors d'une cérémonie présidée par Philémon Yon qui a vu la collecte d'un peu plus de 236 millions de francs CFA, et le journal L'Œil du Sahel qui nous rappelle que l'élite du septentrion a cotisé pour un peu plus de 18 millions de francs CFA, rappelant
par exemple, que l'homme d'affaires Baba Dampulo, à lui seul, a contribué à hauteur de 50 millions de francs CFA. Le président de l'Assemblée nationale absent a contribué à hauteur de 4 millions de francs CFA. Zachary Pérévé, Belebouba Maïgari, le docteur Taïga, tous ont donc contribué dans cette opération. Le quotidien de l'économie s'intéresse ce matin aux finances publiques et l'aveu de l'État sur les exonérations fiscales. C'est la une du quotidien de l'économie qui fait savoir que pour corriger les dérives observées dans l'attribution de ces avantages, la circulaire relative à la préparation du budget 2019 s'attaque à certaines dispositions de la loi de 2013 sur les incitations à l'investissement privé et aux facilités liées aux mesures de lutte contre la vie chère. Le journal qui nous propose aussi des chiffres et des faits autour de la crise anglophone, relativement au nombre de victimes, relativement aussi aux dégâts causés depuis l'entame de ce conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le nord-ouest et le sud-ouest, justement, la une de mutation ce matin, mutation qui nous parle de l'aventure ambiguë du gouvernement, mutation qui ajoute qu'alors que les tueries, les affrontements et les enlèvements se poursuivent dans ces deux régions, le pouvoir annonce des opérations de reconstruction. Interrogation dans les colonnes de mutation autour de l'opportunité et de la mise en œuvre du plan d'urgence décidé par Paul Biya. 236 millions de francs CFA cotisés hier à Yaoundé. Le journal qui propose un dossier donc aux pages 5, 6 et 7 sur cette actualité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et sur ce plan d'urgence. Info matin qui est dans les arcanes de la justice ce matin face à des déboires judiciaires. Akerita Benmouna joue la carte de la politisation, nous dit Info matin, qui ajoute qu'à la peine dont la procédure intentée par Amatou Toumouna, sa sœur, pour faux en écriture privée, le leader déclaré à la présidentielle pour mieux noyer le poisson, dit Info Matin, sollicite précipitamment l'investiture d'un parti politique ce jour du côté de Ngaoundiri. Le soir, Tri Hebdo s'intéresse ce matin au plan d'assistance humanitaire d'urgence et nous met Barça une avec ces 236 millions de francs CFA collectés en 24 heures. C'est ce que nous dit le journal Le Soir, qui ajoute qu'initialement prévu pour les élites du nord-ouest et du sud-ouest uniquement, c'est finalement l'ensemble national du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui s'est rassemblé autour du Premier ministre Philémon Yon à l'hôtel de ville de Yaoundé hier pour exprimer la solidarité à l'endroit des populations des régions anglophones avec cette enveloppe de 236 452 000 francs CFA à la une donc du journal Le Soir. Et puis le jour, cette fois-ci pour terminer, crise anglophone, chaque fonctionnaire cotisera au moins 50 000 francs CFA. C'est ce que pense avoir Le Jour, qui ajoute que les montants attendus ont été dévoilés hier par le gouvernement. La cagnotte a déjà atteint 236 millions de francs CFA. Le Jour, qui restant sur cette crise anglophone, nous fait savoir que 2 autres gendarmes ont été tués hier du côté du département du Fako. Voilà qui nous permet donc de sortir de ces grandes unes et de donner la parole à nos invités. Camille Nélé, bonjour, bon vendredi. Éric Marcel Jomo, bonjour et félicitations pour votre spectaculaire tenue traditionnelle à travers laquelle on voit vos attributs du village. Bonjour Georges Sémé, bonjour téléspectateurs et surtout les accros de la revue des Grandes Unes. Allez, merci et bonjour à Georges Sémé. Bonjour M. Diomo, félicitations pour votre tenue spectaculaire également. Bonjour aux doyen et à tous les aficionados de ce plateau. Allez, on va démarrer justement avec cette opération d'envergure lancée par le gouvernement camerounais, ce plan d'urgence humanitaire qui est à la une de plusieurs journaux ce matin. Mutation, par exemple, qui nous parle de l'aventure ambiguë du gouvernement. Mais je voudrais qu'on commence avec cette une du journal Le Soir qui parle de 236 millions de francs CFA collectés en 24 heures. Seulement, c'est prometteur pour cette opération, Georges? Bien, sur 12 milliards attendus, en un seul jour, on a déjà pu rassembler 236 millions de francs CFA. Et vous savez que la grille des dons a été établie préalablement. Ça va de 2 millions de francs CFA pour les ministres et 50 000 francs
pour les simples fonctionnaires, du chef de service aux plus petits fonctionnaires. Je crois qu'avec 236 millions de francs CFA en un jour, ça augure déjà de bonnes rentrées. Mais vous savez qu'à côté de ça, il y a une certaine polémique sur la personne qui est en charge même de conduire cette opération, mais également sur le timing choisi par l'État pour entamer cette opération, qui reste du moins une très très bonne opération parce que c'est une réponse cinglante à ceux qui pensaient que le gouvernement ne faisait rien pour ces réfugiés qui sont à l'étranger, mais également pour ceux qui vivent sur le territoire national. Le fouet, les contre-coups de cette crise. Donc c'est une bonne opération, mais c'est également une réponse à la communauté internationale qui n'avait cesse de porter des critiques à l'endroit du gouvernement camerounais. 236 millions en un jour, on espère que ça ira crescendo afin que sur les 18 mois que va durer ce projet, au moins au 6e mois ou au 3e mois qu'on a déjà atteint la cagnotte espérée de 12 milliards de francs CFA et que ces 12 milliards servent effectivement à ce à quoi elles ont été cotisées. Alors, Camille Nélé, si une grille de répartition ou une grille de dons a été établie, est-ce qu'on devra encore parler de dons? Non, c'est un mouvement de solidarité nationale. Moi, je pense que même sa dénomination, pour moi, pose problème. Pourquoi est-ce que c'est un plan de... On appelait ça quoi? Un plan d'urgence humanitaire. Humanitaire d'urgence. Pourquoi urgent? Urgence, oui, urgent peut-être parce qu'il faut vraiment urgemment faire face aux difficultés quotidiennes de ces populations, mais est-ce qu'on pourra vraiment y faire face sérieusement avec les combats qui continuent, avec des populations qui sont de plus en plus dans les forêts, avec le même climat qui reste? Est-ce que ce plan peut être mis en place maintenant? Et c'est cette façon de toujours coller le qualificatif d'urgence dans toutes les actions du gouvernement. Ça me paraît un peu surréaliste. Mais pourquoi ne pas appeler ça tout simplement plan de solidarité, tout simplement, pour tout le Cameroun, au coup de cœur, comme on avait parlé en 1994 de la Coupe du Monde. Mais moi, il y a aussi une petite chose qui me fait tiquer. On a parlé de 236 millions, 234 francs, 320 francs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont donné des jetons. Mais moi, je pense que les personnes qui ont cotisé là-dedans, c'est 8 000, c'est 10 000, c'est 100 000, c'est 200 000, c'est 1 million. Je sais pas s'il y a... Jusqu'à 50 millions. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont donné des jetons là-dedans pour qu'on se retrouve avec 432 francs qui se baladent quelque part. Mais pour le reste... J'ai toujours dit que je reste ferme là-dessus. C'est une bonne initiative. Pourquoi pas? Le Cameroun n'a pas d'argent. C'est vrai. Chacun, surtout ceux qui ont les moyens, peuvent mettre la main à la poche. Maintenant, quand on estime que, quand on voit que tous les fonctionnaires sont pratiquement obligés de mettre, parce que quand on dit que les fonctionnaires doivent contribuer, c'est pratiquement devenu une contrainte. Et bon. C'était ça l'objet de ma question. C'est une contrainte, c'est devenu une contrainte. Est-ce une contrainte? Est-ce que tout le monde est obligé de mettre la main à la poche? Bon, bien évidemment, les débrouillards et Ben Skinner et autres ne sont pas astreints dans ce pliest-là, mais il fallait vraiment faire quelque chose. Et la vérité est que l'État n'a pas d'argent. Mais par contre, il y a des hommes d'affaires, il est tout à fait normal que quelqu'un comme Baba Amadou Dampoulou, qui a des milliers d'hectares du côté du nord-ouest et du côté du sud-ouest, il était normal qu'il sorte de l'argent là-dedans en se disant qu'il protège aussi un peu ses intérêts. Il est vrai qu'il démontre de la solidarité par rapport à ses frères, mais il protège ses intérêts. Alors, et là, moi je dis qu'il y aura un problème d'applicabilité. Comment on va dire sur cet argent? Jean-Sémé avait parlé tout à l'heure de la polémique sur la personne appelée à conduire cette opération. Il n'y a pas qu'une seule personne, il n'y a pas que le ministre Atangandji, il y a le ministre Mbela Legène, il y a un certain nombre de cadres et de l'administration territoriale et de la présidence de la République qui sont là. Mais comment sera reparti cet argent? Est-ce qu'on est sûr que tout cet argent sera consacré uniquement à donner aux gens? Parce qu'il faudra là-dedans... on a parlé de la reconstruction, on a parlé de l'aspect humanitaire, on a parlé de santé, avec notamment des médicaments, on a parlé de denrées alimentaires. Et la logistique pour aller là-bas, il faudra des 4x4, il faudra du carburant, il faudra... parce qu'il faut aussi compter avec ça. Ça rentre toujours dans la même cagnotte. Bien entendu. Mais restant sur cet aspect, Georges Sémé, le journal Le Jour titre « Chaque fonctionnaire cotisera au moins 50 000 francs CFA », le journal qui dit s'appuyer sur les montants qui ont été rendus publics hier par le Premier ministre du gouvernement. Effectivement, il y a une répartition de cet appel à la solidarité nationale, des montants qui vont de 2 millions de francs CFA à 50 000 francs CFA. La question que je posais tout à l'heure, Camille, c'est que là, on se retrouve dans une situation d'obligation déjà pour ces fonctionnaires. Une cotisation impérative. Non. Je crois qu'il faut lever cet amalgame-là. Ce n'est pas une cotisation obligatoire. Vous savez, c'est un appel à la solidarité nationale qui n'est pas contraignant.
Alors, lorsqu'on dit que chaque fonctionnaire devra cotiser 50 000 francs CFA, c'est comme si c'était une obligation. Cotisera au moins 50 000 francs. Non, ce n'est pas une obligation. Donc, il faut déjà lever cet équivoque-là parce que, bien évidemment, tous les fonctionnaires ne peuvent pas cotiser et chacun 50 000 francs CFA. Et on sait dans quelle il y en a qui gagnent 80 000 par mois. Bien sûr, et on sait dans quelle voie est engagée aujourd'hui la réforme administrative au sein de la fonction publique. Donc, il ne saurait être que tous les fonctionnaires doivent obligatoirement cotiser 50 000 francs CFA. Il s'agit du volontariat, d'un appel solidaire qui a un caractère volontaire. Donc, après, si un fonctionnaire n'a pas cotisé 50 000 francs, il n'y aura pas un contrôle a posteriori assorti de sanctions parce qu'il n'a pas cotisé. Donc, il faut je pense qu'il faudrait que l'équivoque soit levé. Parce que quand on dit chaque fonctionnaire devra cotiser, ça a une connotation obligatoire. C'est pour ça que je dis chaque fonctionnaire cotisera au moins 50 000 francs. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on sache si tous les fonctionnaires seront astreints à cotiser, parce que là aussi, il faut, parce que déjà, il ne faudrait pas qu'un fonctionnaire se retrouve avec 50 000 francs amputés de son salaire à la fin du mois et qu'il se mette à crier. Donc, il faudra lever aussi cet équivoque, parce que c'est déjà parti, mais il faudra que les gens sachent s'ils veulent ou s'ils peuvent. Donc, moi, je pense que là aussi, c'est l'un des aspects assez flous de cette opération, un aspect déjà qui commence déjà à poindre du nez. Alors, s'il y a retenu à la source, excusez-moi, s'il y a retenu à la source, ça veut dire que ça devient obligatoire. Non, je pense que, en tout cas, aucun journal ne l'a dit comme ça, qu'il aura retenu à la source. Alors, mutation, lui parle d'aventure ambiguë du gouvernement. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre par rapport à l'applicabilité telle que relevée en tout cas en quelques lignes tout à l'heure par Camille Nélé. Mutation, c'est tout simplement une aventure ambiguë au regard de la situation sur le terrain. Le journal qui rappelle d'ailleurs que les exactions se poursuivent, le terrain est loin d'être sécurisé et déjà que le gouvernement lance une telle opération, ce qui pousse le journal et certains à s'interroger sur la méthode, sur l'urgence de cette opération. J'étais pas d'accord tout à l'heure avec le titre de nos confrères de Le Jour qui trouvait que chaque fonctionnaire devra cotiser 50 000 francs, mais je suis parfaitement d'accord avec la une de nos confrères de Mutation qui estime que l'aventure du gouvernement est extrêmement ambiguë. Je suis d'accord. D'abord politiquement parce qu'il y en a qui pensent qu'on a posé la charrue avant les bœufs et qu'il fallait d'abord régler cette question politique avant de penser à l'humanitaire. Sur maintenant le choix de la personne qui devra conduire cette opération, M. Atangandji, je reviens là-dessus, même s'il n'est pas le seul à la conduire, il y a le sénateur Tabetandjo, il est le coordonnateur. C'est lui qui est quand même le coordonnateur. Un titre ce matin de Europe Plus, que vous n'avez pas cité dans votre revue de la presse, disait que Monsieur Atangandji n'était pas un enfant de cœur. Donc c'est un mot qui devrait interpeller d'abord sur le plan politique, parce que vous vous souvenez quand même que c'était l'un des défenseurs du président de la République qui avait osé dire qu'il n'y a pas un problème anglophone au Cameroun. Et maintenant, sur le plan personnel, l'expression le relevait d'ailleurs hier. Voilà, effectivement. Et maintenant, sur le plan personnel, et vous savez qu'en tant que gestionnaire de la chose publique, M. Atangandji n'est pas cité parmi les meilleurs. Donc je pense que c'est a priori, c'est préalable aurait pu être d'abord entouré d'une certaine garantie avant de lancer une telle opération, même si dans le fond, je pense que c'est une opération qui valait la peine d'être mise sur pied parce que le Cameroun a été plusieurs fois indexé d'abandonner ses déplacés internes et ses réfugiés qui sont à l'étranger. Avec cette opération, je pense que le Cameroun viendra redorer non seulement son blason, mais assistera de façon substantielle ceux qui sont durement éprouvés par cette crise. Ces ambiguïtés, vous les avez relevées pour la plupart tout à l'heure, Camille Nélé, des préalables qu'il aurait fallu pour lancer une telle opération, mais l'opération est lancée voilà, vous alignez sur cette une de mutation, l'aventure ambiguë du gouvernement. Oui, je m'aligne parce que d'ailleurs nous en avons parlé hier. Je vous ai dit que le but du gouvernement c'est de porter assistance aux populations en denrées alimentaires, en médicaments et en tout ce que vous voulez, en reconstruction des villages et même en les ramenant à se réinstaller. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de construire les maisons. On les construit aujourd'hui. On construit aujourd'hui des villages qui sont inhabités. Et maintenant, dès que ceux qui vont construire, j'ai posé la question hier, ce sont les militaires qui vont construire, évidemment, ces maisons risquent de nouveau d'être détruites le lendemain. Alors, ce qui ne donne peut-être pas, ou ce qui donne le sentiment que
dans l'urgence, on s'est précipité parce que à côté, plusieurs partis d'opposition ont engagé des actions quasiment similaires. Le Social Democratic Front qui est bloqué du côté du Cameroun dans sa volonté de se rendre au Nigeria au chevet des réfugiés camerounais. Est-ce que ce n'est pas finalement au regard de la situation, au regard des exceptions soulevées dans certains journaux depuis la mise en place de cette opération, une précipitation du gouvernement pour annihiler toutes ces initiatives? Absolument. Le gouvernement a compris qu'il ne prenait pas beaucoup d'initiatives dans le sens de porter assistance à ces personnes qui sont soit réfugiées au Nigeria, soit déplacées à l'intérieur du Cameroun. Bon, mieux vaut tard que jamais, il l'a fait. Mais seulement, je l'ai dit hier, je l'ai relevé, je dis que la matérialisation de cette action aujourd'hui, elle pose problème. Est-ce qu'il sera possible de recenser absolument toutes ces personnes qui sont dehors, de reconstruire des villages, de ramener des gens au village? C'est pas évident. Bon, moi, je voudrais répondre à Georges Sémé tout à l'heure. À partir des préventions qui sont élevées dans certains journaux contre M. Atangandji, quand vous avez affirmé de façon un peu désinvolte que M. Atangandji n'est pas un enfant de cœur dans la gestion de la chose publique. Je ne sais pas. Oui, mais je ne sais donc pas si avant d'être ministre de l'administration territoriale, il a eu à gérer des fonds publics. Moi, je dis que ce sont aussi des choses qui sont malsaines. Et puis, vous savez, dans une opération comme celle-là, on prend d'abord les personnes compétentes de la personne la plus compétente dans cette affaire-là. Le responsable, c'est l'administration territoriale et c'est le ministre. Il n'y a pas de raison qu'on ait pu choisir un autre ministre pour mettre quelqu'un d'autre. Moi, je pense que on ne doit pas commencer à humer, à sentir l'odeur de la personne qui est en train qui est chargée par le président de la République de coordonner cette opération, qui est une opération qui a son utilité aujourd'hui. Et moi, je dis que voilà donc le genre d'ambiguïté qui commence à être entretenu dans les journaux en commençant à dire que la personne, c'est pas la personne là qu'il fallait, il fallait telle autre personne parce qu'elle avait dit ceci tel jour. Mais il faut comprendre, il faut revenir sur la déclaration de M. Tanga et revenir sur le contexte dans lequel il a dit. Il ne faut pas prendre un bout de phrase et se mettre à le balancer comme un drapeau en disant que non, il avait dit que, comme il avait dit qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Ouais, ça, il avait dit. Alors, il avait dit, mais quel que soit le contexte, mais dans quel contexte, que soit le contexte, et je pense que parmi les populations de ces régions, oui, forcément, ça avait été très mal pris et les conséquences étaient vues. Mais il y a aussi beaucoup de personnes dans ces mêmes populations qui pensent la même chose que lui. Le problème, c'est un problème de gouvernance, c'est pas un problème d'anglophone. Ce qui se passe, le militaire qui a été tué, les deux militaires qui ont été tués hier, vous pensez qu'ils ont été tués parce que les gendarmes qui ont été tués, vous pensez qu'ils ont été tués parce qu'ils niaient l'existence d'un problème anglophone? Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre qui dit bien son nom. Et cette guerre est devenue une guerre civile. Et la guerre civile n'est pas un problème d'anglophone, puisque les premières personnes, les premières victimes de cette guerre, ce sont les anglophones, les populations anglophones elles-mêmes, qui sont obligées qui sont acculées à quitter leur propre village. Donc moi je pense qu'il ne faut pas être enfermé dans des clichés ou dans des petits bouts de phrases qui ont été balancés à gauche et à droite à un moment donné, à un moment où, surtout, le gouvernement lui-même avait été incapable de prévoir et d'essayer de prendre la décision idoine pour commencer à calmer cette situation qui s'annonçait. Donc moi je dis, retenir un bout de phrase en disant qu'il avait dit que c'est parce que... Il serait difficile, et je pense que c'est l'avis de Georges, difficile, parce que justement le gouvernement, ce sont ces personnes, ce sont ces personnalités qui, pour la presse, une bonne partie de la presse, ont envenimé la situation à un moment donné. On va poursuivre avec ce titre, cette fois-ci, de Info Matin, voilà, qui reste sur pratiquement sur Akerimuna, pratiquement toute la semaine, voilà, c'était Akerimuna à la une du journal Info Matin. Avec Info Matin, on voit très bien que ce n'est plus de l'information, ça devient de l'acharnement. On sent que ce journal s'intéresse particulièrement à Akerimuna, particulièrement à démontrer que Laurent Esso, le ministre d'État Laurent Esso, n'est pas responsable de ces déboires, mais seulement, moi je pense que, et nous l'avons souvent dit, je l'ai souvent dit, le problème entre Maître Akerimuna et sa sœur de ministre Amatoutou Mouna, c'est un problème d'héritage, un problème de succession qui doit se régler en famille. Il y a des préalables. Madame Amatoutou Mouna a le droit de vouloir sortir de la succession. C'est son droit même le plus absolu. Et maintenant, elle a aussi le droit, elle a tout autant le droit de demander des comptes sur la manière dont la succession a été gérée depuis la mort de leur père. Avant Maître Akerimuna, c'était Daniel Mouna qui était l'administrateur des biens. Il y a des choses peut-être pour lesquelles elle aimerait avoir des comptes. De la même manière, elle aimerait avoir des comptes, avoir le cœur net sur certaines opérations faites par Maître Akerimuna. C'est pour ça qu'elle est en train
elle a ouvert cette procédure de foi en écriture, mais seulement, ce qui nous intéresse, c'est pas des bisbilles de la famille qui nous intéresse aujourd'hui, c'est parce que lui, le journal Info Matin tient à démontrer que Akerim Mouna, c'est une fripouille, et d'ailleurs, c'est parce qu'il a peur de pouvoir aller en prison qu'il est en train de rechercher l'investiture d'un parti. Moi, je pense que le rôle de la presse, ce n'est pas de matraquer une personne, une personnalité, et dans ce sens, dans un sens comme ça, dans le cadre d'un dossier familial. Donc, on voit bien que Info Matin a un problème personnel à régler, mais moi, je pense qu'il devrait plutôt laisser cette famille-là s'occuper de ces problèmes. Devant la justice. Vous parlerez d'acharnement, vous aussi, Georges? Écoutez, je vais d'abord intervenir sur l'affaire elle-même qui démontre que c'est une affaire d'abord familiale, mais qui a des ramifications politiques avec, en toile de fond, cette pseudo-intervention du ministre de la Justice qui est camarade de parti de Mme Amatoutou Mouna, qui est demandeur dans le cadre de cette affaire. Donc je pense que si elle a des origines familiales, on saurait quand même se poser un certain nombre de questions sur le timing entretenu par Mme Amatoutou Mouna pour intenter une action contre son frère en ce qui concerne cette succession. Parce que je pense quand même bien que c'est une affaire qui existe depuis longtemps au sein de cette famille et elle aurait pu le faire 5 ans ou 10 ans auparavant. Mais on a choisi le moment où M. Akerim Mouna a des intentions présidentielles pour saisir la justice. Donc ça me laisse personnellement un peu songeur. Et il y a cette concomitance entre la justice également et la personne qui est aujourd'hui présentée comme étant celle qui instrumentalise la justice en faveur de Mme Amatoutou Mouna, qui est quand même militante du RDPC et qui ne saurait que avoir les faveurs du ministre de la Justice qui, selon certains de nos confrères, influencerait la position des magistrats contre M. Akerim Mouna. Donc, ce sont des analyses de journalistes. On n'a aucune preuve que M. Laurent Isso a pesé de tout son poids pour que Mme Amatoutou Mouna ait gain de cause en premier ressort. Mais je pense quand même que c'est une affaire familiale qui ne peut ne pas avoir des incidences politiques, vu les enjeux présidentiels qui sont les nôtres aujourd'hui. Maintenant, sur le rôle de la presse, je pense que le doyen a tout à fait raison. J'ai l'habitude de dire qu'il y a une presse de Yaoundé et une presse de Douala. Parce que quand je vois les statistiques du Conseil national de la communication, on observe que les journaux de Douala sont très peu frappés par les décisions du Conseil national de la communication. La majorité, ce sont soit les radios de Yaoundé, les journaux de Yaoundé ou alors les télévisions de Yaoundé qui ne font plus du journalisme, qui foulent au pied la déontologie et l'orthodoxie du journalisme. Donc, je pense que nos confrères d'Info Matin, que je respecte beaucoup, sont tombés dans ce piège-là pour défendre un camp contre un autre en oubliant qu'on est des journalistes et qu'il faille restituer les faits tels qu'ils sont présentés. Donc voilà ce que je pouvais dire. Les faits et uniquement les faits, des faits qui sont sacrés. Et on va certainement terminer avec cette autre une, les chefferies traditionnelles et la mise en garde de Paul Atangandi au chef DTR. Il fallait à un moment ou à un autre frapper du poing sur la table, Camille Nelly. Ben, on sait tout ce qui se passe dans ce pays avec cette histoire de chefs traditionnels, de chefferies traditionnelles qui sont extrêmement convoités. Vous ne pouvez pas compter le nombre de ministres ou de directeurs généraux dans ce pays qui sont devenus curieusement chefs de leur village après avoir été nommés ou tout simplement pour le fait d'occuper de hautes fonctions. Mais on sait aussi que dans cette multitude, dans cette foultitude de chefs, il y a un désordre absolument frappant, tout simplement du fait de l'action des sous-préfets. On sait très bien qu'il y a des sous-préfets qui procèdent à des abus extraordinaires, notamment ce sous-préfet de la région de l'Ouest qui a tout simplement destitué un chef pour en nommer un autre de son propre chef. Dans le village Balumbu, par exemple. Voilà. Donc, on sait très bien que le problème des chefferies, d'abord, le secteur des chefferies doit être vraiment nettoyé. On sait qu'il y a les chefferies traditionnelles. Paul Atangandi qui tient à mettre de l'ordre dans ce secteur. Mais de l'ordre, parce que vous savez aussi très bien qu'il existe des chefferies traditionnelles ordinaires. Maintenant, il y a des chefferies de fête. Maintenant, il y a des chefs de bloc qui sont devenus des chefs de quartier qui sont devenus des chefs, des représentants des rois des villages qui sont devenus des chefs. C'est-à-dire qu'il faut absolument le ménage dans ce secteur. Des arrondissements, des départements qui se retrouvent avec plusieurs chefferies de premier degré. Et c'est pour ça que moi je pense que cette action de M. Atangandi entre dans la logique de mettre un peu de l'ordre, aussi bien dans les actions des sous-préfets que
dans ce secteur traditionnel qui commence à devenir un peu obscène, un peu n'importe quoi, comme vous dites, ou n'importe qui vient faire n'importe quoi. Vous savez très bien que... Je vous assure, parce que vous savez très bien, par exemple, que dans la région de l'Ouest, ce sont les notables, il y a un collège de personnes qui choisissent le chef, il y a tout un rituel qui est multiséculaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas respecté dans certaines régions. Le préfet ou le sous-préfet peut refuser un choix. Donc c'est pour ça que moi je pense que l'action de M. Paul Atanga Ngadji est une action. Alors, appréciation de cette mise en garde de M. le ministre de l'administration territoriale. Encore Atanga Ngadji, mais cette fois-ci dans sa charge ministérielle que j'estime être très très bonne depuis qu'il a pris les rênes de ce ministère. Beaucoup de confrères le disent, oui, le relève. Tout à fait. Lorsque c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et dans le cas de M. Atanga Ngadji, en tant que ministre de l'administration territoriale, je crois qu'il a battu un sacré boulot depuis qu'il est nommé. On a 13 775 chefferies de premier, deuxième et troisième degré au Cameroun. Mais le président de la République en 2015 avait décidé d'interdire la création, la réhabilitation et le reclassement des chefferies traditionnelles. Donc cette mesure vient récemment d'être levée et c'est pour ça que le 11 mai 2018, M. Atanga Ngadji a adressé une correspondance au sous-préfet pour leur dire que pour créer, reclasser ou réhabiliter les chefferies traditionnelles, désormais il faudra passer par lui, qui décidera en dernier ressort avant de prendre toute décision. Je pense que ça vient quelque peu assainir un peu le secteur, comme l'a relevé le doyen, était devenu un panier à crabes. Je crois qu'il y a des directeurs généraux qui sont des chefs, il y a des ministres. Voilà, des ministres qui sont qui à peine nommés, quelques mois après, deviennent chefs. On les appelle Majesté, Monsieur le ministre. Tout à fait, mais les arguments qui étaient présentés par la décision présidentielle de 2015 portaient sur des chefs fantaisistes, des chefs incompétents et des chefs fantoches qui ne remplissaient pas du tout les conditions pour être chef. Donc, cette décision venait de mettre un terme à ces aspects peu honorables de la chefferie traditionnelle. Cette décision a été levée, mais désormais, avant de créer, de reclasser ou de réhabiliter un chef, les chefs d'État devront recevoir d'abord la sanction du ministre de l'administration territoriale. Je pense que c'est très bien pour nous qui sommes les sujets de ces chefs traditionnels et que désormais on n'est plus des chefs qui bagarrent même devant les sujets, ou alors qui sont des chefs plutôt alimentaires au détriment du pouvoir spirituel qu'ils incarnent. Donc je pense que c'est une très bonne décision pour faire plaisir un peu à maintenant, qui aime bien M. Atanga Ngadji. Voilà, c'est la provocation, je sais même. Quand les chefs des terres, eux aussi sont mis en garde, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, ils jouent un rôle trouble dans l'existence des chefferies, dans le désordre observé dans ces chefferies traditionnelles. Il y a un cas qui s'est déroulé dans le CAM, le cas de la chefferie de 3e degré de Dibeng, où on a vu tout un déploiement, un bataillon des éléments du groupement mobile d'intervention qui sont venus de Douala et d'une CAM pour venir protéger l'installation d'un chef traditionnel, où il y a eu non seulement depuis les consultations, mais jusqu'à son installation, des bagarres, des injures et tout ce que vous pouvez imaginer d'ignoble pour ce type de cérémonie. Donc je pense que les sous-préfets ont un rôle essentiel à jouer en ce qui concerne non seulement la désignation des chefs qu'il faut à leur place, mais également dans le maintien de la paix sociale. Mais on se rend parfois compte que ces sous-préfets penchent parfois d'un certain côté et ça suscite plutôt le courroux des populations qui auraient vu peut-être qu'on installe un chef qui répondrait à leurs exigences. Donc il y a des cas comme ça, des milliers. Pour dire aussi que d'une façon ou d'une autre, les mécanismes de choix de désignation de ces chefs ont été foulés au pied par ces chefs de terre. Mais rien ne dit qu'avec la mainmise désormais du ministre de l'administration territoriale, il y aura... L'ordre régnera parce que c'est une autre paire de manches en ce qui concerne la désignation des chefs cette fois-ci. Allez, on attend de voir ce que cela donnera. Merci à vous, Georges Semech. Merci, Camille Nélé. Nous sommes vendredi. C'est le vendredi soir. Voilà, bon, je n'ai pas encore pu m'approprier le concept. Heureusement que je suis avec... Bien entouré. Voilà le créateur du concept. Ok, merci messieurs. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. Madame, monsieur, nous vous retrouvons lundi pour un autre numéro de la revue des Grandes Unes. Entre-temps, nous souhaitons de passer un très bon week-end en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir.